Bonjour, voici une leçon sur une nouvelle unité qui va être sur la dynamique. Qu'est-ce que la dynamique? Ben, la dynamique, c'est l'étude de ce qui provoque le mouvement d'un objet. Parce que là, nous avons étudié la cinématique, ça veut dire un objet qui était déjà en mouvement, soit un mouvement uniforme ou un mouvement uniformément accéléré. On a vu les projectiles, la chute libre, et ainsi de suite. Et on a vu aussi les vecteurs déplacement et les vecteurs vitesse. Là maintenant, en dynamique, on va étudier vraiment qu'est-ce qui provoque le mouvement d'un objet. On va voir que c'est le concept qu'on appelle force. Je vais me prendre mon crayon. Bon, alors, la force. On a tous expérimenté de tirer sur quelque chose pour le faire bouger ou de pousser sur un objet pour pouvoir le déplacer. Alors, habituellement, on pousse, on tire sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On applique une force. Alors, la force, c'est toute force qui s'exerce sur un objet, peut changer sa forme ou son vecteur vitesse. Donc, quand on parle de force, c'est quoi? C'est pour soit changer la forme ou le vecteur vitesse d'un objet. On a certains exemples ici. Par exemple, si je pèse sur une balle molle, je suis capable avec une force dans le fond, de quoi ici? De changer sa forme, c'est-à-dire qu'elle devient ovale. Soit que je peux aussi exercer une force avec la main pour pousser la balle, ça veut dire que je peux donner une pichenote sur la balle, pour amorcer un mouvement, ça veut dire que c'est une balle qui était au repos et que je pousse avec une force pour la mettre en mouvement. Je peux aussi également, s'il y a une balle qui roule, ben, exercer une force dessus. Pourquoi? Pour l'arrêter. Alors ça aussi, on vient de faire quoi? On vient de changer son vecteur vitesse, dans le fond. On est passé d'une vitesse à zéro vitesse. Alors on a changé son vecteur vitesse. On peut soit une balle qui roule rapidement, pour ceux, les gens qui ont déjà joué au soccer, mettons, ton ballon roule, puis là, avec le dessus du pied, tu peux rebouger ton ballon, l'accélérer, quoi que ce soit. Alors, tu peux, avec la main ici, dans le fond, une balle qui roule déjà, l'accélérer, ça veut dire en lui donnant une force plus grande ici, pour que la balle va aller de plus en plus vite. Tu peux également faire la même chose pour la ralentir tranquillement, sans l'arrêter, en mettant sa main dessus tranquillement pour la ralentir. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de changer ici en vecteur vitesse. Ça veut dire que sa vitesse, elle diminue. Donc, tu as mis une force dessus. Et tu peux aussi exercer une force pour changer la direction de la balle. Par exemple, la balle, elle roule et toi, ben, viens juste mettre ta main pour bloquer ça, pour que la balle rebondisse par là. Donc, ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé la direction du mouvement. Possiblement que la vitesse, elle n'a pas changé, mais elle a changé de direction parce que ici, la vitesse était dans ce sens-là, puis là, maintenant, elle est rendue dans ce sens-là. Alors, finalement, une force, c'est quoi? C'est, grosso modo, réellement, toute force s'exerce sur un objet. Ça peut changer sa forme ou le vecteur vitesse. C'est très important à comprendre. Quand on parle de force, bien sûr, il y a des symboles. Le symbole pour force, c'est F. Avec un petit trait ici, qu'est-ce que ça veut dire encore, le petite flèche au-dessus? Des fois, ça peut être aussi juste ça comme ça. Ça veut dire que la force est un vecteur. Encore une fois, un vecteur, c'est quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir une direction avec la mesure de notre force. Ce qu'on va voir aussi, c'est que l'unité du système international de la force, c'est des newtons. En l'honneur de qui? Isaac Newton, qui a travaillé beaucoup sur les lois des forces. Et on met grand N pour Newton. Un Newton, c'est quoi? Ben, on va voir que les unités, c'est des kilogrammes fois des mètres divisé par des secondes carrées. On se rappelle de les unités ici, mètres par seconde carrée, c'est quoi? Les unités de l'accélération. Et les kilogrammes, ben, c'est les unités de masse. Et comme on a dit tantôt, c'est une mesure vectorielle, donc il va toujours avoir une direction qui accompagne la mesure de notre force.
Les forces courantes qu'on va utiliser, bien sûr, bon, dans le livre, ils vont vous parler de certains types de forces fondamentales à la page 97. Sauf que vous, la plupart des forces courantes qu'on va travailler dans le cadre de la leçon, ça va être que souvent l'appeler la force appliquée, qui, qui va être des fois, c'est soit qu'on tire l'objet ou on le pousse. Alors, c'est la force qu'on applique quand quelqu'un ou quelque chose pousse ou tire l'objet. Alors, quand c'est quelqu'un, ben, c'est une personne, ou quand c'est quelque chose, dans le fond, c'est un autre objet qui rentre dans un autre, ça veut dire qu'il pousse. Ou si c'est par exemple un objet qui est en mouvement puis qu'il est attaché à un autre objet, mais il va le tirer. Alors c'est soit une force appliquée, c'est soit quand on pousse ou on tire un objet. Force normale, on va voir avec des images, c'est la force perpendiculaire. Perpendiculaire, ça veut dire quoi? À 90 degrés, à la surface de contact entre l'objet et la surface. On va voir des exemples plus bas. Force de frottement, ça le dit, frottement, ça veut dire deux objets, par exemple, tu as un objet sur une surface. Habituellement, entre les deux surfaces ici, ben, quand tu essaies de pousser quelque chose, il y a une force de frottement qui va aller à l'opposé du mouvement. Ça veut dire qu'elle s'oppose au mouvement, ça veut dire que ça empêche l'objet de bouger. Donc, une force de frottement, c'est la force qui s'oppose au mouvement. Elle est toujours parallèle à la surface de contact. Par exemple, ici, si j'ai un plancher puis un objet que je pousse, ben, si je pousse par là, ça veut dire que le mouvement s'en va par là, mais il va y avoir une force de frottement qui va être dans le sens contraire parce qu'elle est toujours opposée au mouvement. Ben, force de tension, ben là, c'est quand on parle de corde. Alors, force exercée par une corde sur un objet au point de fixation. OK? Alors, force de tension, seulement, tu as un objet et là, il y a une corde, puis il y a souvent quelqu'un qui va tirer sur la corde. Et là, la force ici, on parle d'une force de tension parce que c'est dans une corde. Force de gravité. Gravité, on se rappelle, ça a rapport sûrement avec notre G. Alors ça, la force de gravité, c'est la force qui nous emmène vers le sol, okay, qui nous emmène vers le milieu de la Terre. Alors c'est la force qui attire l'objet vers la Terre. Puis est toujours orientée vers le bas. Alors, ici, quelques exemples. J'ai un livre sur une table. S'il est immobile comme ça, il y a des forces qui agissent sur lui. Il y a toujours la force de gravité qu'on va noter FG. Ah, bien sûr, il faut aussi force de gravité. FG pour dire force de gravité. Force de tension, souvent on va écrire FT. Force de frottement, on va souvent écrire comme ça. Pour F pour frottement. Force normale, grand N. Et force appliquée de cette manière-là. Alors, la notation, pour aller plus vite, force appliquée FA, force normale FN, force de frottement FF, FT pour force de tension, force de gravité FG. Donc, ici, on met la petite flèche pour dire que c'est des vecteurs. Alors, la force normale, c'est tout le temps, comme on a vu, la force qui est perpendiculaire à la surface sur laquelle l'objet est. Ici, la surface est là, donc ça va former un 90 degrés avec la surface. La force de gravité, elle, est toujours vers le bas. Absolument, le sol est ici, ça va tirer vers le sol. Ici, dans notre autre exemple, si notre livre, au lieu d'être sur une belle table horizontale, il est sur un plan incliné, la force de gravité est toujours quand même, elle l'amène vers le sol. Okay, mais là, ici, comme on a dit tantôt, la force normale, elle, est toujours à 90 degrés avec la surface. Donc, la force normale, elle va être dans ce sens-là, au lieu d'être comme dans le même sens que tantôt, à la force gravité, mais de sens opposé. Ici, là. Sauf que là, ici, si on essaye de mettre un livre sur une surface plane, ça se peut que si j'augmente l'angle ici, à un moment donné, le livre va se mettre à bouger. Mais qu'est-ce qui l'a empêché sûrement de se mettre à bouger? C'est la force de frottement ici. Alors, entre le livre
et la surface, ben, c'est comme si, dans le fond, on va voir ça plus tard, les forces de frottement, mais rapidement, c'est que le livre, si je regarde au microscope, il y a plein de... C'est pas super lisse. En même temps, il faut s'entendre, c'est au microscope. Et la surface ici de la planche, ça se peut qu'il y ait des rugosités aussi. Et ça fait que les rugosités font en sorte que les petits pics s'empêchent de bouger et tout. Puis là, qu'il faut à un moment donné une assez grande force pour que ça se mette à se déplacer. Alors la force de frottement ici s'oppose au mouvement du livre qui veut aller vers le bas. Autre diagramme ici où on voit des forces. Alors, on a quelqu'un qui applique une force. Alors ici, bon, ils ont été jusqu'à FAPPP, mais juste FA, ça serait bien correct. Force normale, pourquoi? Parce que le sol est ici, donc il y a toujours une force perpendiculaire à la surface. FG, ça va aller vers le sol. Force de frottement, parce qu'habituellement, entre deux surfaces, il y a toujours du frottement, à part, par exemple, d'être sur de la glace où le frottement est moins élevé. Mais force de frottement qui s'oppose, dans le fond, au mouvement, parce que là, on veut bouger la boîte vers ce sens-là. Donc, la force de frottement va être à l'inverse du mouvement qu'on veut créer. Alors, voici les principales forces courantes qu'on va utiliser. Déjà, avec ces figures-là, on voit des diagrammes de force. Ce que je vais vous montrer dans la prochaine image. Alors, tout ça ici, c'est ce qu'on appelle des diagrammes de force. Alors, le diagramme de force, dans le fond, c'est quoi? C'est un schéma qui montre l'objet isolé et seulement les vecteurs de force qui s'exercent sur ce dernier. Il doit inclure le système de référence qui s'applique au problème. Qu'est-ce qu'on veut dire par système de référence? C'est notre fameux plus négatif, le haut, bas. Alors, souvent, ça va être le haut, on dit que c'est positif, négatif. Et là, si en plus, il y a des déplacements, ça, ça serait dans les Y, ça veut dire au bas, mais ça pourrait aussi arrière, avant, ça veut dire en X aussi, pourrait avoir de quoi. Donc, positif, négatif. Alors, la référence est aussi importante. Okay, on l'a vu avec nos projectiles, c'est qu'il faut avoir une référence de départ pour savoir qu'est-ce qui est positif et négatif selon les directions qu'on veut déterminer. Alors ici, une force, par exemple, quelqu'un qui tient un seau, ben, la personne, pour le lever, elle applique une force vers le haut. Et bien sûr, ben, tout objet veut aller tourner vers la Terre, donc le FG. Il y a un diagramme de force, on n'est pas obligé de faire le petit dessin, la main et tout. Habituellement, c'est seulement les forces avec les symboles FA, FG, comme ça. Alors ça, ici, ça serait un diagramme de force. Bien sûr, on pourrait faire nos vecteurs un petit peu à l'échelle selon la grandeur de la force, mais en même temps, ça importe peu. L'important, c'est de pouvoir faire un diagramme dans lequel on voit réellement la direction de nos forces. Exemple. Exemple 1. On a une voiture qui a un poids de 10 000 newtons vers le bas. Quand on dit poids, c'est un peu synonyme, ben, plus que peu, c'est réellement le synonyme à FG. Ça veut dire la gravité qui nous amène vers la Terre. Roule sur une route plane. Déjà, ça aide, c'est bien droit. Elle subit une force normale de 10 000 newtons vers le haut. Il y a une résistance de l'air de 2500 newtons arrière. Puis une force de frottement de 500 newtons arrière aussi. La route sur les pneus. Trace un diagramme de force. Diagramme de force, notre voiture, c'est notre point. Vous pouvez dessiner bien sûr une voiture si ça vous chante, mais ça pourrait être juste ça. On me dit qu'il y a une force vers le bas, qui est la force de gravité, ou le poids. Il y en a des fois qui vont marquer grand P avec une flèche pour dire le poids, mais on sait que c'est dans le fond notre FG. Il y a aussi une force normale, comme dit vers le haut. Et par la suite, qu'est-ce qui me manque ici? Il manque ma référence. Donc, soit que je dis que ça c'est haut, c'est positif, l'avant positif, donc le reste est négatif.
Je pourrais dire aussi YX si on préfère, parce que dans le fond, on travaille dans un plan en XY. Là, on me dit que j'ai une force de résistance de l'air sur ma voiture. Puis on pourrait marquer R comme ça. Ça, la force de l'air. Et on me dit qu'il y a une force de frottement vers l'arrière. Comme ça. Pour moi, ça c'est un diagramme de force. On voit réellement nos forces qui agissent sur la voiture. Personnellement, dans le livre, eux essayent de dessiner les vecteurs de manière à ce que on voit que ces deux-là seraient égales parce qu'on a 10 000, 10 000 de sens opposé. La force de l'air, ils l'ont fait un brin plus grand que la force de frottement pour montrer que celle-là, le vecteur est plus grand que l'autre. Sauf que nous, c'est juste souvent pour avoir une idée de la direction parce que quand il va venir le temps d'additionner nos forces pour avoir la force nette, c'est important de connaître les directions pour savoir si sont positives ou négatives nos forces. Ça m'amène à vous parler de la force résultante. La force résultante, c'est la somme vectorielle de toutes les forces qui s'exercent sur un objet. Alors, somme vectorielle de toutes les forces qui s'exercent sur un objet. Dans le fond, c'est un peu comme quand vous avez calculé vos déplacements nets ou déplacements résultants suite à plusieurs déplacements. Vous aviez des déplacements, des vecteurs de déplacement, vous décomposiez chacun de vos vecteurs en composantes x, y, vous additionniez vos composantes en x et en y, puis là, vous ramenez ensuite à trouver votre distance résultante. C'est la même chose avec les forces. Étant donné que c'est des vecteurs, on veut connaître la force résultante suite à l'application de plusieurs forces. Par exemple, tu as deux personnes qui sortent un canoë d'un lac à l'aide de cordes légères. Pourquoi les cordes légères? Parce qu'on ne considère pas le poids et la masse, dans le fond, de nos cordes. Puis, ils ne sont pas élastiques non plus. Okay? Alors, ce sont des bonnes cordes qui n'ont pas d'élongation pendant qu'on tire. Alors, chaque personne applique une force de 60 newtons vers l'avant sur la corde. Ça veut dire qu'il tire sur la corde, mais la corde, finalement, va tirer sur le canot. La force de frottement exercée par la plage sur le canoë est de 85 newtons arrière. À l'aide d'un diagramme de force, calcule la force résultante exercée sur le canoë. Ici, on a l'image. Ici, on a fait arrière-avant, avant positif. Pourquoi on ne va pas considérer le haut, le bas? Parce que bien sûr, il y aurait la force de gravité et la force normale, mais on sait que ce n'est pas elles qui vont faire en sorte que ça va bouger de l'avant ou à l'arrière parce qu'ils participent juste en Y. On fait notre schéma juste, dans le fond, par rapport à l'arrière et l'avant. Nous avons nos deux personnes qui tirent, qui appliquent des forces. Puis là, étant donné que c'est des cordes, force de tension du deuxième personnage, donc force de tension dans la première corde, force de tension dans la deuxième corde. Vers l'avant, parce qu'il tire vers l'avant comme ça. Ensuite de ça, il y a une force de frottement vers l'arrière, parce que ça s'oppose au mouvement, comme ça. La force résultante, dans le fond, c'est l'addition de toutes les forces qui sont dans la même, ben, dans ce cas-ci, qui sont tous en X. Si on avait des forces en Y, il faudrait considérer les forces en Y. Mais en ce moment, ils sont tous en X, nos forces. Alors, on va additionner nos forces. Alors, la force résultante. Des fois, on va appeler grand R, puis des fois aussi, vous allez voir, parce qu'il y a certains manuels qui appellent la force nette. Ça veut dire suite à l'addition de toutes les forces. Étant donné qu'elles sont toutes selon l'axe des X, tout ça, on additionne dans le fond tous nos vecteurs. De cette manière-là. Notre force de tension 1. On disait donc que chaque personne applique des forces dans nos cordes de 60 newtons. Ça veut dire qu'il applique une force de 60 newtons vers l'avant, alors positif. L'autre personne aussi tire 60 newtons, alors fait une force de 60 newtons. La force de frottement maintenant, elle est de 85 newtons arrière.
Donc, si mes positifs, c'est vers l'avant, l'arrière va être négatif. Comme ça. Et là, si on additionne tout ça, on arrive à 35,0 newtons. Maintenant, ma réponse est positive, donc ma force, est-ce qu'elle est vers l'avant ou l'arrière? Elle va être vers l'avant parce que étant donné que le positif, c'est l'avant, ma force nette ou résultante est égale à 35,0 newtons. Et là, on met la direction vers l'avant. Avec une belle petite phrase. La force résultante exercée sur le canoë est 35,0 newtons avant. C'est tout pour cette leçon. Vous avez des petits exercices aux pages 101, 103 et 105 à faire. Et on va se voir au prochain cours. Merci.